Alors donc j'ai passé la grève. Alors à ce moment-là, c'était aussi une période un peu curieuse parce que c'était mai 68. Donc le concours devait s'ouvrir précisément au mois de juin 68. Pour moi, c'était une période un peu difficile parce que j'étais en plein divorce, mon premier divorce à ce moment-là. C'était un peu compliqué. Et puis il y a eu mai 68. Et un certain nombre d'entre nous se sont mis à contester le concours d'agrégation. Pour des raisons qui, à mon avis, à cette époque-là, étaient parfaitement justifiées, parce que le concours d'agrégation se passait uniquement sous forme de leçons. Enfin, ils avaient réformé le concours un peu, il y avait une épreuve écrite, mais tout le monde savait que ça n'avait aucune espèce de valeur et aucune espèce d'importance, que personne n'en tenait le moindre compte. Et puis on avait introduit une épreuve en loge de 8 heures, je crois, et 3 leçons en 24 heures et en équipe. Ce qui faisait que c'était une prime à l'aisance orale, vraiment aux qualités orales, pédagogiques si on est indulgent, mais pas du tout aux qualités intellectuelles, aux compétences juridiques. Et ce qui fait que les gens se préparaient essentiellement à cette épreuve de virtuosité verbale. Et je me souviens que Rivero, d'ailleurs, quand il donnait des conseils, disait prenez des cours avec un acteur. Et effectivement, beaucoup de gens faisaient du. Moi, j'ai pas fait ça. J'aurais dû peut-être, mais je ne l'ai pas fait. Et donc les travaux ne comptaient pas. Il n'y avait pas d'épreuve de discussion des travaux. Et effectivement, on ne recrutait pas des chercheurs, on recrutait des professeurs, qui étaient tout à fait aptes à faire des cours sur des sujets qu'ils connaissaient pour avoir lu d'autres auteurs qui avaient écrit là-dessus. Mais c'était jamais une séance directe. Donc l'idéal de l'universitaire qui fait des cours à partir des résultats de sa recherche, cet idéal-là, il était très très loin. Donc un certain nombre d'entre nous avons commencé à contester le concours lui-même. Et puis, comme on contestait beaucoup de choses à cette époque-là, on a décidé de faire la grève du concours. Et donc tous les agrégatifs se sont réunis. Certains venaient même de province quand il y avait des possibilités de voyager. Et puis, il y avait des assemblées générales partout. Et il y avait aussi des assemblées générales d'agrégatifs. Et il y a eu 2 camps tout de suite. Les défenseurs de l'agrégation et les contestataires. Et donc je faisais partie des contestataires. Nous étions un petit groupe et je me souviens que nous sommes allés voir le président du jury, donc on connaissait déjà, qui était Pierre-Henri Tedgen, qui est un monsieur très, très respectable, qui est le héros de la résistance, l'ancien garde des Sceaux, un homme d'une très grande éloquence, c'était un homme vraiment magnifique. Et on est allé le voir, il nous a reçus très très gentiment, et il a dit, c'est dommage, parce que moi j'étais agrégé très jeune, puis j'étais bien content. Mais enfin bon, il nous a pas insultés. Il était extrêmement courtois et très, très bienveillant. Enfin, on a maintenu la contestation. Ça a été très, très dur avec les adversaires. Les adversaires, c'est-à-dire ceux qui voulaient le maintien du concours.
et parmi lesquels il y avait, bon, le plus important, c'était Roger Gérard Schwarzenberg, qui a fait ensuite, qui avait des qualités politiques remarquables, qui était aussi un homme très, enfin qui est toujours d'ailleurs, un homme très, très intelligent. Il avait fait sa thèse très rapidement, il était très jeune. Il avait, je crois qu'il avait fait une dispense pour pouvoir passer le concours. Je crois qu'il n'avait pas tout à fait 25, il n'avait pas 25 ans, il me semble. En tout cas, il avait autour de cet âge-là. Il était très, très, très brillant. Mais enfin, il était aussi disciple de Vedel, donc il voulait devenir professeur. Et il est devenu d'ailleurs. Donc la contestation s'est passée. Pendant la contestation d'ailleurs, on ne se contentait pas de contester, on proposait aussi une réforme du système, une réforme du mode de recrutement. Et c'était une atmosphère vraiment très très intéressante. On se réunissait très très souvent et on se réunissait dans une salle à Assas, qui était encore tout neuf. Et on se réunissait toute la journée avec l'appui d'anciens. Et les anciens, c'était d'une part des jeunes agrégés. Il y avait Jean-Pierre Collin, qui était à ce moment-là, il était professeur à Alger, je crois. Et puis, il y avait un ancien, alors qui est beaucoup plus ancien, qui était Charlier, que j'avais connu, qui avait été dans mon jury de thèse, qui était professeur de droit administratif, et qui était un des rares professeurs de gauche, et qui se rappelait d'avoir défilé en 1936, et qui donc venait à nos réunions. Et c'était le moment où il n'y avait aucun transport public à Paris, et il n'y avait pas non plus d'essence pour les voitures. Donc il habitait Boulogne, et il venait à Boulogne, de Boulogne tous les jours à pied jusqu'à Assas, pour participer à ces réunions de réflexion sur la réforme des modes de recrutement des professeurs d'université. Et ce qu'on proposait, c'était un système de recrutement uniquement sur travaux et sur titres, partant de l'idée qu'il n'était pas nécessaire d'apprendre à enseigner, qu'il valait mieux connaître la science et être capable de faire de la recherche, et que si on était capable de faire de la recherche, on arriverait toujours à enseigner quelque chose. Et Eisenman était de ce point de vue un modèle, parce que Eisenman, vous ne l'auriez pas mis dans un amphi de première année. Mais bon, il était capable, naturellement, de faire un enseignement de recherche et vraiment de livrer une réflexion en cours de production. Donc, à mon avis, c'est ça qui est intéressant dans l'enseignement supérieur, ou sinon, c'est de l'enseignement élémentaire. Donc voilà, ce qu'on essayait de faire, c'était de promouvoir un enseignement, un recrutement sur des qualités de chercheurs. Et puis, ces réunions, ça a été aussi une révélation des qualités humaines. Un jour, je ne sais pas, on s'était dispersé pour aller déjeuner. On revient après l'heure du déjeuner. Et puis, on voit Charlier, qui était tout seul, en train de balayer la salle. Alors, je ne sais pas si vous pouvez imaginer ce que c'est qu'un professeur de faculté de droit qui manie un balai dans une salle à Assas. C'était vraiment un spectacle formidable. Et bon, donc, le concours n'a pas eu lieu, aucun concours n'a eu lieu à ce moment-là. Il a été reporté à septembre, et puis les contestataires donc, se sont divisés entre eux, ceux qui voulaient continuer la grève du concours et ceux qui ne voulaient pas, dont moi j'étais. Donc moi j'ai cessé la grève à ce moment-là, j'ai pensé bon c'était terminé, on ne peut pas continuer un combat qui est maintenant perdu.
Donc ceux qui ont continué la grève, l'ont continué, mais ils l'ont continué que pour une session. Il y a eu un concours supplémentaire l'année d'après. Ils se sont présentés l'année d'après. Donc moi, je me suis présenté cette fois-là, donc en 68. Et donc j'ai été reçu. Un peu, je sais pas comment dire, c'était déjà encore les bénéfices du système que je critiquais, puisque j'ai passé un concours avec des leçons, essentiellement des leçons en 24 heures. J'ai bien réussi ces leçons en 24 heures, et j'ai bien réussi grâce à l'équipe. Parce que j'étais toujours très ignorant en droit. Bon, je suis encore très, très ignorant en droit, mais je l'étais encore beaucoup plus à cette époque-là. Donc la leçon en loge, c'était le droit administratif. Donc là, je pouvais me débrouiller à peu près. La leçon en droit international, bon, je ne savais pas grand-chose, mais j'avais une très bonne équipe. Mais en finance publique, je ne savais rien, mais vraiment rien, au point que je n'avais même jamais ouvert un manuel élémentaire de finances publiques. Donc je ne savais rien du tout, mais j'avais une très bonne équipe. Et à un moment, dans la nuit, on m'apporte les ébauches qu'on m'avait préparées. Et puis, je demande que veut dire cette expression. Ne t'occupe pas. Donc j'ai passé la grève comme ça. Après, bon, c'est pas la peine que je vous raconte les sujets de leçon, mais donc j'ai réussi la grève dans un rang correct. J'étais 6e. Et puis une chose intéressante s'est passée au moment de la répartition des postes, l'amphi-garnison. Le premier, on choisissait beaucoup en fonction des horaires de chemin de fer à cette époque-là. Et donc les Parisiens surtout s'occupaient de ça. Et le premier était justement un Parisien, il s'appelait Philippe Manin, il est malheureusement décédé depuis. Et Philippe Manin a choisi ce qu'il y avait de plus près, c'était Rouen. Le deuxième, le troisième et le quatrième étaient originaires de Poitiers, Bordeaux, Toulouse. Donc ils sont retournés dans leur faculté. Deuxième, troisième, quatrième. Le cinquième, c'était Roger Gérard Schwarzenberg, et qui, lui, a choisi ce qu'il y avait de plus près encore, qui était Orléans. Il est donc parti pour Orléans, et moi j'étais 6e. Et ce qu'il y avait de plus près encore, c'était, donc c'était pas aussi près qu'Orléans ou Rouen, mais c'était Caen. Donc c'était pas trop mal, j'étais content. Et je téléphone au président de la section de droit public de Caen pour lui annoncer que j'avais choisi Caen et que j'arrivais. Ah, mais non, c'est une erreur. Il n'y a pas de poste au concours. Qu'est-ce qui s'était passé ? Je l'ai compris beaucoup plus tard, c'est que était candidat à ce concours Jean Gicquel. Et Jean Gicquel, qui était chargé de cours à Caen, on avait mis le poste au concours pour lui. Il n'avait pas été, malheureusement, pas reçu. Il a été reçu le coup d'après. Donc, Caen était très déçu de ne pas l'avoir. Et alors j'étais très ennuyé parce que j'avais pas de cours. Je téléphone au ministère, ils disaient bon, alors vous allez choisir après tous les autres. Moi, tous les autres, ça voulait dire que j'allais en Afrique. Et j'avais aucune envie d'aller en Afrique. Et j'en ai parlé à quelqu'un que je connaissais parce que j'avais participé avec lui à des équipes autrefois. C'était Raymond Goua, qui lui aussi est malheureusement décédé depuis, qui était professeur de droit international à Rouen, et qui a dit « mais c'est pas possible, il faut faire quelque chose ». Il a téléphoné au ministère et on a créé un poste à Rouen. Donc voilà, je suis arrivé à Rouen comme si j'avais été premier.
Et c'était très bien. Donc j'ai été professeur pendant 10 ans, 10 ans à Rouen. Et j'ai pas eu tout de suite le cours de droit constitutionnel, mais au bout de 2 ans. Donc, j'ai jamais eu à faire de cours de finances publiques, heureusement pour les étudiants et pour moi, ni de droit international d'ailleurs, mais enfin j'ai fait des cours de droit administratif. J'ai fait de droit administratif un peu. J'ai fait ici quand même des institutions internationales. Si, j'ai fait ça aussi, j'ai fait de l'histoire des idées. Enfin, l'essentiel, c'était du droit constitutionnel. Bon, je termine peut-être avec ces histoires académiques. Il n'y avait pas de philosophie du droit, bien entendu. Et bon, la philosophie du droit, moi, j'en connaissais pas grand-chose. Mais j'avais quand même suivi des cours d'Eisenman, puis j'avais commencé à lire un peu, et j'ai trouvé que c'était une bonne idée, d'autant que je savais que dans beaucoup d'universités étrangères, la philosophie du droit était une matière enseignée dès la première année, obligatoire. Dès la première année, c'était le cas en Belgique, en Italie, en Allemagne, en Espagne. Donc j'ai proposé d'introduire ça à la faculté de droit. Bon, les collègues n'étaient pas du tout d'accord. Premièrement parce que ça ne sert à rien. Deuxièmement parce que c'est trop compliqué. Troisièmement parce que ça ne les intéresse pas du tout. Et donc ils faisaient des cours, bon, comme on en faisait depuis toujours, surtout des cours techniques. Enfin, techniques, c'est-à-dire dogmatiques juridiques. Oui. Les dogmatiques, d'ailleurs, c'est une expression qui était considérée comme péjorative, parce que c'était les communistes qui étaient accusés d'être des dogmatiques. Et je me souviens d'un jour, bon, beaucoup plus tard, j'étais au comité national consultatif du CNRS, et puis s'est ouvert une discussion entre nous sur le point de savoir comment on pouvait distinguer les candidatures des jeunes chercheurs. Et alors j'ai proposé de dire qu'on pouvait distinguer ceux qui faisaient de la dogmatique juridique de ceux qui faisaient de la théorie. Et alors on dit, mais dogmatique, mais c'est insultant. Donc bon, la plupart faisaient, sans le savoir, faisaient de la dogmatique. Et donc ils étaient opposés à cette idée. Donc j'ai fini, mais pas tout de suite, après quelques années, j'ai fini par obtenir qu'on crée un enseignement optionnel de, pas philosophie du droit, mais de théorie du droit, qui était une option en 4e année. Et donc j'ai commencé ça, et j'avais 5 étudiants, 6 étudiants. Mais qui n'étaient pas de mauvais étudiants, parce que c'était les rares qui étaient intéressés. C'était bien. Donc, et puis à ce moment-là aussi, j'ai pu aussi créer un petit centre de recherche, qui existe toujours, je crois, et qui s'appelait d'ailleurs Centre d'études des systèmes juridiques et politiques, parce qu'il fallait, c'était la faculté de droit et des sciences politiques, et de sciences politiques. Oui. Et c'était encore sciences économiques d'ailleurs, sciences économiques, encore jusqu'à, je ne sais pas en quelle année on a séparé complètement les facultés. Mais je crois qu'en 68, ça s'appelait encore sciences économiques, il me semble. Oui, donc voilà pour le parcours académique.